merci de la présentation et merci à Roger Salomon de nous influer, comment on dit, de nous inspirer. Voilà, chercher l'expression. Juste, je vous montre pourquoi on s'est retrouvés. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers ou à l'endroit. Je ne vois plus la tête de Carole Dufouille, d'ailleurs, qui a disparu. C'est pour ça que je me sens un petit peu démuni. Donc, Oui. vous voyez peut-être à l'envers ou à l'endroit un ouvrage, la Pandémie grippale, l'ordre de mobilisation. C'est un collectif qu'on a sorti en 2009. Je le remonte d'ailleurs parce que ça peut vous intéresser de le consulter dans une bibliothèque. Et on avait travaillé avec l'équipe de l'Espace Éthique. À l'époque, il y avait comme premier collaborateur Marc Guerrier. On avait travaillé sur les préparations à la pandémie de H1N1. Donc de 2006 à 2009, on s'est beaucoup investi dans le domaine de l'éthique, dans une approche sciences humaines et sociales qui permettait de solliciter des chercheurs de différents horizons. Et donc on a acquis une certaine expertise. Vous regarderez sur le site de l'Espace Éthique, il y a beaucoup de documents, même historiques, hein, si on veut, même si c'est il y a 14 ans. Il y a beaucoup de documents historiques intéressants qui expliquent la situation actuelle. Donc, quand s'est profilé le Covid-19, on était en capacité à la fois de réagir et peut-être aussi d'agir dans le champ de l'éthique. Je vous en dirai un mot assez rapidement. Donc, vous regarderez encore une fois la traçabilité de tout ce qui a été réalisé par notre équipe actuelle se trouve sur le site de l'Espace Éthique avec un observatoire qu'on a mis en place, Covid-19, éthique et société, et une production déjà de travaux à travers des groupes thématiques que l'on a développés. Ça, c'est dans mes fonctions de directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Voilà. En ce moment, on est en train de terminer, donc je coordonne le prochain ouvrage qui va sortir en septembre aussi au CERF, où il y aura 80 contributions sur un premier retour d'expérience dans une approche pluridisciplinaire de ce qu'a représenté depuis, disons, janvier, le Covid-19 et un certain nombre de projections et de protections, oui, de projections et de propositions. Voilà, donc il m'a été demandé de vous faire une petite présentation générique d'une approche éthique. Comme je sais que j'ai affaire à des illustres universitaires, donc j'utilise un diaporama. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Carole, tu me donnes un quart d'heure, c'est ça, pour présenter un petit peu les choses. Oh, je te donne même plus, hein, enfin, c'est On est en tout une sens-toi heure. libre. On est en tout une Et heure, en c'est ça. tout 1 heure, là, juste pour les panélistes, enfin pour les personnes qui assistent, il faut, vous devez avoir un petit, quelque chose dans la forme d'une main pour demander à prendre la parole et n'hésitez pas, alors je pense que c'est quand même mieux de te laisser parler et de garder les questions pour la fin. Donc À avant toi. de vous présenter un certain nombre de diapos qui permettront de cadrer les enjeux éthiques dans une pandémie, pour nous, l'éthique, c'est une approche politique. Hein, nos références, c'est les références de la vie démocratique. Et c'est vrai que quand on aborde les questions d'éthique, et vous le verrez par rapport à une pandémie, les questions, par exemple, de la justice, c'est une question importante, notamment par rapport aux réalités de la vulnérabilité. On a vu ces dernières semaines en quoi beaucoup de vulnérabilité de la société, de précarité, été révélée et peut-être accentuée par la gestion de la crise. La question aussi de l'autorité, de la parole publique, notamment dans sa loyauté, c'est une question importante, dans sa transparence. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments, vous verrez dans ce court diaporama, qui sont convoqués et qui relèvent, à mon avis, de la politique, c'est-à-dire de la responsabilité de chacun dans le contexte d'une crise, d'une pandémie qui nous touche individuellement, collectivement et d'une manière internationale aussi. Donc, je vais juste vous promener un petit peu dans une approche éthique d'une pandémie avec d'abord quelques principes très, très généraux qui disent comment nous, on se situe par rapport aux questions d'éthique d'un point de vue cadre. Ensuite, approche pratique. Et puis, l'aspect qui me semble important, c'est l'enjeu de vulnérabilité. On voit que l'impréparation ou l'impuissance par rapport à quelque chose qui nous défie et qui, d'une certaine manière, interroge ne serait-ce que transitoirement nos insuffisances, nos incapacités, nos incohérences. On voit dans toutes les controverses médico-scientifiques aujourd'hui que la question des vulnérabilités est une question importante. On est tous vulnérables par rapport à une pandémie et il faut voir comment solliciter en nous des forces de cohésion et de cohérence pour s'en sortir. Voilà quelques principes. J'ai pris juste cette petite citation parce que je trouve qu'elle est intéressante quand on nous parle de pratiques dégradées. L'accompagnement éthique, hein, ce n'est pas uniquement l'éthique d'une manière prescriptive, c'est affirmer la permanence de la personne humaine en toutes circonstances, même les plus dégradées. On voit à quel point
le choix politique en France, et c'est un choix important, a été, en tous les cas dans les éléments de langage, de ne laisser personne sur le bord du chemin et de tout faire pour être en accord avec un certain nombre de principes, des grands principes, par exemple de l'éthique. C'est plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et vous voyez à quel point ces questions importantes sont posées, notamment dans tout ce qui a été triage en réanimation, gestion également des vulnérabilités, serait-ce que dans les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap ou les EHPAD, on viendra dans l'affaire. Un deuxième point vraiment important, c'est ce texte de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, dignité humaine et droits de l'homme. La dignité humaine, les droits de l'homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectés. Voilà, donc dans une situation de crise, dans une question d'urgence majeure, où il faut décider, et décider, c'est quelquefois renoncer, parfois même sacrifier, comment prendre en compte ces grands principes. Qu'en est-il de la dignité, des droits de l'homme? Et vous voyez à quel point c'est une question importante qui s'est posée, notamment dans l'approche, dans un contexte limitatif, au lit de réanimation, les droits de l'homme, les libertés fondamentales. On voit le débat aujourd'hui sur Stop Covid, mais il n'y a pas que, donc on pourra aborder certains points pleinement respectés. Et puis, le deuxième point, il me semble tout à fait intéressant en termes de réflexion éthique, les intérêts et le bien-être de l'individu devraient l'emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. Et vous voyez à quel point, on ne va pas faire de la disputation philosophique sur ce thème, mais dans la quasi-totalité des grands textes de bioéthique, on dit que l'intérêt de l'individu est toujours supérieur à l'intérêt de la science et de la société. Est-ce que c'est conciliable avec une approche dans une pandémie où finalement l'urgence vitale, c'est quand même que la société puisse être sauvegardée, et les choix, c'est des choix en termes de qui on privilégie et d'une certaine manière à qui, d'une certaine manière, on n'aura pas la possibilité de répondre favorablement, donc qui on laisse sur le bord du chemin. Alors, en tous les cas, c'est un principe très intéressant que je ne vais pas vous déployer d'un point de vue éthique, mais je voulais le mettre juste dans notre approche. Puis un avant-dernier point aussi qui est intéressant dans ce texte, l'égalité fondamentale de tous les êtres humains en dignité et en droit doit être respectée de manière à ce qu'ils soient traités de façon juste et équitable. Et oui, ça a l'air comme ça des grands principes, mais appliqués à des situations, encore une fois, de vulnérabilité, qu'est-ce que traiter de manière juste et équitable une personne qui a des expositions très différenciées au regard de la menace d'être infectée, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est? Je reviendrai là-dessus, cette notion d'équité, cette notion de justice, dans un moment où finalement, encore une fois, les choix, c'est toujours un choix par rapport à un autre, hein, et on n'est pas dans l'idéal, on n'est pas dans l'absolu, on est toujours dans la recherche du moindre mal. Donc voilà, comment on va arbitrer les choix, et c'est vraiment la question éthique sur laquelle on a été le plus sollicité ces dernières semaines, c'est nous faut arbitrer des choix dans l'urgence et quel type de critères on mobilise. Et donc, l'approche éthique, c'est essayer, quand un pianiste fait ses gammes, il n'est pas en représentation. Donc, dans l'année, comme ça, courante, on fait nos gammes, on essaie de réfléchir à l'éthique principielle. Et ensuite, quand on est en situation redoutable, avec l'imprévisibilité, imprévisibilité par rapport à un virus, imprévisibilité par rapport aux réactions d'une société, à l'adhérence ou pas des propos ou à des programmes qu'on lui propose, ne serait-ce que, par exemple, l'acceptabilité par rapport au confinement et les risques de déconfinement, toutes ces questions mobilisent la réflexion éthique, peut-être en amont, pour essayer d'identifier les critères qui sont pertinents et qui peuvent avoir une certaine efficace, notamment dans l'arbitrage de choix politiques. Et vous voyez, entre les prises de position de grande qualité du Conseil d'éthique pour le président de la République avec Jean-François Delfrécy, donc les grands principes argumentés par une certaine robustesse, même s'il y a beaucoup d'incertitudes dans l'argumentation scientifique et le choix politique. Il faut savoir de quelle manière on détermine l'acceptabilité de mesures et de quelle manière on préserve les valeurs de la démocratie dans un moment où elle peut être en péril. Un autre point aussi très très important, qui a d'ailleurs à voir aussi avec tout ce qui est traçage, tracking aujourd'hui. Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis en violation de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On retrouve toujours ce triptyque à une discrimination, à une stigmatisation pour quelque motif que ce soit. Donc, vous voyez, on peut poser la question, je vais assez vite, mais on pourra ensuite en discuter. Est-ce qu'il y a discrimination ou stigmatisation quand on dit qu'une personne qui a plus de 80 ans n'a pas allé en réanimation? Au contraire, est-ce que c'est plutôt sauvegarder sa dignité et ses intérêts? Quand il y a discrimination, puisque nécessairement il fallait faire des choix entre qui on n'accepte pas, selon quel type de critères, avec quel type de justice, quel type de transparence dans les arguments. On a vu par exemple à un moment donné les SAMU, notamment au niveau de la régulation,
qui sont dotés de compétences de gériatres, quelquefois de psychologues, pour essayer de discriminer au moins mal, c'est-à-dire en ayant des argumentations, les arguments les plus robustes possibles. Puis la question de la stigmatisation, pour quelque motif que ce soit, c'est un débat assez important. Il y a à peu près 200 000 personnes sans domicile fixe en France. Ces personnes qui sont peut-être plus vulnérables que d'autres, à la fois à être contaminées, à transmettre le virus. Est-ce qu'on aura des attitudes dérogatoires à la liberté fondamentale pour autant que dans la rue on ait de la liberté? Voilà. Est-ce qu'on va être protecteur ou surprotecteur vis-à-vis d'eux, ne serait-ce que pour se protéger nous-mêmes? Voilà des questions importantes. La stigmatisation, on la voit d'ailleurs dans toute l'approche aujourd'hui très ambivalente du gouvernement par rapport à l'après, en tous les cas l'après-confinement, notamment dans toutes les mesures qui sont abordées aujourd'hui. Vous abordez par exemple les brigades d'anges gardiens. Est-ce que ça va être stigmatisant ou pas, d'une certaine manière, d'être contacté comme ça au débeauté? Quel type de choix les gens auront de préserver leur privé, leur vie individuelle, alors que toutes les données vont circuler, y compris dans des réseaux où il n'y a pas uniquement des médecins. Voilà. Je le fais assez rapidement, mais pour vous dire que sur chacun des points, des items comme ça que j'évoque, un peu rapidement, de subrepticement, vous pourrez faire un arrêt sur image qui est clair difficulté à décider aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, on en discute à l'Assemblée nationale, mettre entre parenthèses le secret médical pour cause supérieure de pandémie. Est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Est-ce que ça va pas créer de la défiance à l'égard des médecins? Bref, la confidentialité à travers le fichage et à travers la mise en ligne sur un certain nombre de réseaux qui ne sont pas toujours très sécurisés et d'ailleurs qu'on désécurise pour des intérêts de santé publique. Bref, tous ces éléments, je l'ai fait aussi assez rapidement, sur ça, on n'aura pas le temps de discuter, sont des éléments à prendre en compte et qui éclairent la question éthique. Et oui, j'en arrive dans mes présupposés à quelques petits éléments. Vous voyez, dans le plan national de prévention de la lutte pandémie grippale, il y a eu toutes sortes de plans. Il y en a eu des plus récents encore. Un consensus, vous voyez, sur des valeurs éthiques partagées sera indispensable pour préserver la cohésion de la société. Vous voyez, là, on est à un moment historiquement important dans l'histoire de ces quelques semaines. Est-ce qu'il y aura encore cohésion de la société autour de valeurs éthiques à partir du moment où elles sont à ce point discutées, voire contestées? On peut, par exemple, considérer que l'intérêt supérieur de la nation, de la continuité de la vie publique, ça sera l'économie, au détriment peut-être de la protection ou de la précaution. Vous voyez, quelles sont les valeurs éthiques aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des valeurs éthiques intangibles et lesquelles qui déterminent la cohésion, la cohérence et le fait qu'une société qui est déjà suffisamment abîmée, clivée, indépendamment de la pandémie, se retrouve autour de valeurs communes et soit consensuelle pour accepter un certain nombre de décisions, des décisions parfois à l'encontre d'un intérêt individuel. Voilà, en tous les cas, le cadre général, je ne suis pas certain aujourd'hui que nous soyons vraiment dans les meilleures conditions pour assurer cette forme d'expression. Oui, non, un avis intéressant, l'avis 106, j'en ai quasiment terminé, vous verrez de mes présupposés, de mes prolégomènes. L'avis 106 du 5 février 2009 a été rédigé, et il s'en félicite encore par le CCNE, parce que ça avait été une saisine assez détaillée que l'espace éthique lui avait adressée. On avait travaillé pendant des années, on a organisé, vous regarderez sur le site, des colloques, des conférences sur tous les sujets qui étaient relatifs au H1N1. Donc on a fait une saisine. Heureusement, sans cela, il n'y aurait pas eu cette saisine. La nouvelle saisine, la dernière saisine du CCNE, c'est celle du 13 mars, hein, donc de cette année, avant qu'on soit vraiment dans la partie la plus dure du Covid-19. Vous voyez, c'est assez intéressant. Je vous incite à regarder le texte de l'avis 106. Comment traiter de questions éthiques soulevées par une pandémie, sans commencer par celles qui se rattachent au devoir d'assistance et de justice. Vous voyez, c'est assez explicite, c'est-à-dire, on pourrait, c'est ce qu'on appelle en matière d'éthique aussi le devoir de non-abandon. On pourrait dire, finalement, les gens qui ont besoin d'être assistés, c'est ce que dit un peu Consonville, et il le dit avec une autorité que peu de personnes discutent. Et après tout, est-ce qu'on avait besoin d'assister les plus vulnérables qui, de toutes les manières, seraient morts d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on ne devait pas privilégier les plus résistants, hein? C'est toute la question qu'on aborde souvent en matière d'éthique de l'utilitarisme. Est-ce que c'était bien de faire dans la compassion, dans l'accueil des personnes vulnérables, au détriment de l'intérêt supérieur de la continuité de la nation? Il y a même des gens qui ont dit qu'on est allé à l'encontre des théories du darwinisme. Voilà, donc devoir d'assistance et de justice. En soi, une lutte contre une pandémie pourrait constituer un levier contre l'exclusion.
Et c'est vrai que peut-être qu'on ne va pas le détailler, mais si on parle de l'après Covid-19, je ne sais pas s'il y aura un après, puisqu'on est pour l'instant dans le pendant, il y a peut-être des leçons à tirer de ce qu'a été la mobilisation de la société, une mobilisation totalement inattendue, une mobilisation de proximité, de terrain, toute une intelligence, toute une agilité qui a pris en compte le fait que c'est ensemble qu'on luttera et qui a, en tous les cas dans un premier temps, je ne sais pas si ça se maintiendra maintenant, qui a tout fait pour ne pas accentuer les exclusions. Et on a vu toutes sortes de solidarités assez extraordinaires que l'on pourrait analyser. Donc on peut dire aussi que malgré la catastrophe, il y a dans une société la capacité, c'est comme ça dans les événements les plus dramatiques, on peut voir uniquement le drame et puis on peut voir aussi en quoi ça sollicite une capacité, alors certains diront de résilience, en tous les cas une intelligence de la démocratie qu'on a vu s'exprimer ces dernières semaines malgré tout. Il y avait également dans l'avis 106, pour lutter contre l'extension du virus, je ne veux même pas ma petite phrase là, en conciliant efficacité stratégique et exigence éthique, il faut avoir à l'esprit les valeurs auxquelles notre société est attachée. Chacun s'accorde à penser que la mise en place d'un plan de lutte contre une pandémie ne doit pas aggraver les situations d'injustice déjà existantes, hein. Soyez rassurés, ce n'est plus le cas maintenant, mais les premières semaines de décision ont toutes été axées ou en tous les cas inspirées par des textes de cette nature. C'est-à-dire, on entendait dans le discours de l'autorité publique, du gouvernement, des ministres qui sont exprimés effectivement ce souci de valeur de démocratie. Donc, on était sur un plan très éthique, hein, qui a surpris d'ailleurs beaucoup de personnes dans les choix, même si malheureusement les moyens n'accompagnaient pas les intentions. Et souvent, ça a laissé un peu le sentiment d'être dans des effets plutôt de parole. Et puis la dernière citation tirée de l'avis 106, une situation aussi exceptionnelle pourrait conduire à mettre en question la hiérarchie des valeurs qui font les recommandations relatives à l'éthique, notamment dans le domaine de la santé. Faut-il aller jusqu'à considérer la remise en question de la hiérarchie de nos valeurs comme une exigence éthique? Et vous voyez, encore une fois, je suis un peu, je suis un peu peut-être trop rapide, mais vous pourrez m'inviter la prochaine fois à 3 heures. À ce moment-là, je détaillerai chaque point. Mais vous voyez, un des points importants auquel on est confronté en matière d'éthique, c'est la notion d'exception. C'est-à-dire, est-ce qu'une situation aussi déroutante et qui peut nous porter à un moment de gravité tout à fait exceptionnel, est-ce que ça peut justifier d'enfreindre un certain nombre de grands principes? Et on le voit, peut-être qu'on en parlera dans la recherche biomédicale, si vous regardez tous les textes internationaux, comme par exemple la déclaration des IKI, on sait par exemple que s'il y a risque majeur, eh ben, il faut surseoir à un certain nombre de règles, notamment dans le développement de certaines recherches. C'est toute l'approche des traitements compassionnels. On l'a vu aussi avec Ebola, c'est-à-dire les règles, les procédures, par exemple, la méthodologie de la recherche peuvent être mises en parenthèse si on a le sentiment qu'on peut ainsi éviter le pire. Et c'est la même chose dans tous les concepts de l'éthique. Peut-être que le débat sur le secret médical aujourd'hui est un débat plus fondamental encore et qui justifierait plus de précautions. Mais vous voyez, c'est important. Faut-il aller jusqu'à considérer la remise en question de la hiérarchie de nos valeurs comme une exigence éthique? La vraie question, c'est si on n'a plus de repères, si on n'a plus de valeurs de référence, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation encore plus aléatoire et dégradée? Et quand vous discutez avec certains professionnels qui ont été ces semaines dans des pratiques dégradées en réanimation, ils sont très inquiets parce que beaucoup de repères leur manquent. Ils ne savent pas si ce qu'ils ont fait dans l'urgence est éthique, si finalement ils n'auraient pas pu faire autrement, s'ils avaient pu mobiliser d'autres réflexions, un temps différent, un temps d'arbitrage. Alors on a mis en place, et nous à l'espace éthique, on travaille avec ces groupes. Vous avez eu des groupes d'aide à la décision éthique qui ont été mis en place dans certains services, mais on ne peut pas dire que ça a été totalement concluant. Vous voyez, donc renoncer à des valeurs, même d'une manière, j'allais dire, temporaire, est-ce que ce n'est pas davantage s'exposer à des vulnérabilités, à des fragilités, à des risques d'erreur que se reprochera plus tard et qui auront des conséquences encore plus péjoratives que si on avait, j'allais dire, respecté ces valeurs. Je continue sur cette lancée ou pas, Carole? Oui, oui, absolument, oui, oui. J'avance, c'est pas trop rapide le rythme? Ah bah, ça va, mais de toute façon non, non, mais c'est parfait, continue. Chauffer l'esprit dans la mesure où c'est difficile de reprendre, j'allais dire, langue avec l'éthique quand d'une manière un peu théorique, alors que depuis des semaines, nous sommes que dans la pratique. Alors j'avance et tu m'interromps quand je suis allé au bout de mon temps d'antenne. Voilà. Approche pratique. Vous voyez, pour nous, les grandes références en matière d'éthique par rapport à une pandémie, ceux qui ont vraiment la plus grande réflexion, ce sont les Canadiens
ont développé, alors c'est des textes qui sont pour moi en rien des textes anciens. C'est pas parce que c'est 2005 qu'ils n'ont pas cette pertinence. Et d'ailleurs, ils ont inspiré pour beaucoup l'approche éthique, notamment de tous les travaux préparatoires à une pandémie, même si on n'a pas tenu compte de ces travaux préparatoires pour anticiper ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on a un texte tout à fait remarquable, qui est ce texte, The John Center of Bioethics. Et voilà. Vous voyez, les grands principes qui déclinent dans toute la réflexion, c'est la question des libertés individuelles. Et c'est vrai qu'on a des spécialistes de santé publique aujourd'hui, c'est intérêt général par rapport à intérêt particulier. Donc, qu'en est-il de la question de la liberté? Vous voyez, ça s'est beaucoup posé avec le confinement. Est-ce que c'est une enfreinte à notre liberté? Alors qu'on peut dire au contraire que ceux qui ont accepté le confinement, ils l'ont accepté au nom d'une certaine liberté, d'une responsabilité, pour retrouver leur liberté plus tard et avec un souci des libertés communes qui déterminent aussi nos libertés individuelles. Ensuite, la deuxième question, c'est la question de la protection. Et jusqu'où doit aller la protection entre protection comment dirais-je, précaution. Et vous avez tout un ensemble de controverses aujourd'hui sur comment, dans le contexte des semaines dernières, on a biomédicalisé la société et comment c'est le biopolitique, en quelque sorte, qui prévaut aujourd'hui dans la décision. Et vous avez vu à quel point des gens, mais il n'y a pas que lui, comme Comte Sponville, sont totalement réfractaires à cette tutelle de pouvoir médical. Donc, il est bien content de survivre malgré tout, soyez rassurés. Ensuite, vous avez la question importante qui est la proportionnalité dans les décisions. Ce n'est pas uniquement dans une pandémie que la décision doit être proportionnelle. Elle doit être d'abord justifiée, d'accord, proportionnée, réversible. Enfin, vous avez tout un ensemble d'éléments en matière d'éthique, mais qui contrôle? Voilà une question importante. La proportionnalité, selon quels critères on évalue la proportionnalité dans un moment d'urgence? Euh, on a en référence toutes les exceptions, par exemple en matière d'éthique médicale, quand on a quelqu'un qui est atteint d'une maladie psychiatrique et qui risque de nuire à sa santé ou à celle d'autrui. On prend des décisions quelquefois un peu abruptes. Et ensuite, avec le juge d'application, enfin, il y a tout un ensemble de procédures pour évaluer est-ce que c'est justifié ou pas, la prolongation, la réversibilité. Je vais assez rapide. Ensuite, vous avez toute la question de la vie privée, et qui se pose aujourd'hui particulièrement dans la question du tracing. Mais dès lors qu'il y a intrusion dans la vie privée pour des raisons supérieures de santé publique, d'épidémiologie, qu'en est-il du respect de la vie privée? C'est un des éléments sur lesquels a chopé pendant des jours et des jours le projet Stop Covid. Le devoir de soins, ça a l'air d'être comme ça, devenir pas un petit peu d'une manière un peu surprenante, mais on le dit aussi pour d'autres maladies, le devoir de soins, c'est-à-dire est-ce qu'on a une obligation de se soigner, hein. On l'a vu pour la tuberculose multirésistante, surtout quand c'est des maladies qu'on peut transmettre. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne veulent pas se soigner? C'est une question importante. On pourrait dire en réciproque une des questions importantes aussi d'un point de vue éthique, c'est ceux qui n'ont pas pu se soigner parce que restant au domicile confiné, qui entendaient à la télé qu'il ne fallait surtout pas aller à l'hôpital parce que rester de se faire confiner. Et c'est la seconde vague que les équipes, notamment aux urgences, commencent à voir apparaître. C'est les gens qui ne se sont pas soignés à travers leur maladie chronique qui s'est davantage développée et qui seront peut-être aussi la nouvelle vague des victimes. Voilà. Mais en tous les cas, le devoir de soins est important. Le devoir aussi, alors réciproquement, d'apporter des soins et quel type de soins. La question de la réciprocité, ça vous paraîtra peut-être anecdotique, mais ça m'avait beaucoup frappé. Le Premier ministre, dans une de ses premières interventions, a parlé de notre devoir de réciprocité, notamment vis-à-vis des gens qui s'exposent le plus, notamment les professionnels. Voilà. Je ne vais pas le détailler maintenant, vous verrez, équité, confiance, vous voyez à quel point c'est fondamental. Si on n'a pas confiance dans ceux qui décident, ou si ceux qui décident créent de la défiance, parce que du jour au lendemain, dans des rivalités quelquefois de cas qui se contredisent, voilà, où on est dans un moment de défiance, au moment où on a besoin de l'unité et de la confiance. Et puis il y a aussi toutes les polémiques qu'on a vues, les controverses scientifiques, je ne vais pas les détailler, qui ne sont pas là pour renforcer la confiance des gens et qu'on a l'impression véritablement qu'on leur dissimule la réalité. La question des solidarités, la question de l'intendance, assez rapidement. Sans ça, je n'arriverai pas au bout de mon affaire. Voilà. J'ai pris quelques points plus détaillés qui me semblent intéressants dans ce texte. Libertés individuelles, ceci là, on est mis au singulier. Lors d'une crise sanitaire, des restrictions à la liberté individuelle peuvent être nécessaires pour protéger la population. Et donc, on dit, et on pourrait s'interroger sur aujourd'hui, il y a maintenant des textes très critiques sur le confinement, qui disent est-ce que c'était vraiment justifié ou pas. Quand on voit, vous voyez, en matière d'éthique, on dit toujours il y a les finalités. La finalité de santé publique, c'était effectivement intéressant. Si les gens ne bougent plus et restent chez eux, il y aura moins de contamination. Et effectivement, il y a eu ces résultats-là. Mais ensuite, les conséquences,
d'un point de vue psychologique, par exemple, ou psychiatrique, des conséquences d'un point de vue aussi économique. Bref, il y a toutes sortes de conséquences qui apparaissent maintenant. On est en train de soulever le couvercle. Donc, la proportionnalité, pour qu'il y ait proportionnalité, il faut qu'il y ait évaluation. Comme on n'avait pas eu d'expérience a priori et qu'il n'y avait pas d'études d'impact a priori, c'est difficile d'évaluer la proportionnalité. Donc, dans l'urgence, on a pris une décision. Donc, vous voyez, une décision proportionnelle, nécessaire et adéquate. Voilà. Je ne vais pas détailler, c'est assez explicite, mais on pourra venir aussi. Employer les moyens les moins restrictifs possibles. Vous voyez, c'est toujours la notion de minimaliser au maximum les effets péjoratifs. Est-ce qu'on a employé les moyens les moins restrictifs possibles? C'est une question ensuite, on la soulève, hein, elle est posée là-dessus, on pourrait toujours en discuter. Être appliqué de manière équitable. Voilà. Est-ce que l'équité a été, j'allais dire, au rendez-vous? Est-ce que certains n'ont pas subi par leur statut social un mépris, une indifférence qui, d'une certaine manière, les a exposés davantage au risque? Est-ce que, par exemple, certains soignants, il n'y a pas eu des discriminations dans l'accès à des mesures de précaution, à des surblouses, à des masques? Enfin, je veux dire, on ne va pas détailler. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, y compris dans les EHPAD. Ensuite, vous voyez, protection du public, pour protéger la population, les organisations sanitaires et les autorités publiques, pour engager des actions affectant la liberté individuelle. Et donc, ces actions devront mesurer l'impératif d'obéissance. Voilà. Est-ce qu'il y a compliance ou pas? Il est assez évident quand vous circulez, je ne sais pas si c'est la même chose à Bordeaux, mais quand vous circulez à Paris alors que le déconfinement est annoncé pour le 11 mai, on a bientôt le sentiment que les gens, leur capacité d'obéissance a une certaine limite. Voilà. Je ne vous parle pas dans les lieux les plus défavorisés et pour les personnes qui vivent à 4 personnes dans un appartement de 15 mètres carrés. Oui, l'obéissance, c'est aussi la confiance qu'on fait en l'autorité. Je ne suis pas certain que, dans les hypothèses qu'on est en train d'agiter aujourd'hui, y compris du côté de Jean Castex, qui dit qu'il n'est pas inenvisageable qu'on refasse un confinement, il n'est pas tout à fait envisageable que le confinement fonctionne. Voilà, donc la notion d'obéissance est quelque chose d'important. Pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il y ait encore une information, qu'elle soit idéale, transparente. On ne peut pas dire que ces dernières semaines, alors qu'au début c'était bien parti, la loyauté, la transparence, lisibilité dans des mesures tout à fait contradictoires était au rendez-vous. Ensuite, fournir des raisons aux mesures de santé publique pour encourager l'obéissance. Je vous pose la question, c'est tout un débat. Est-ce que c'était aux politiques de s'exposer en première ligne? Dans certains pays, ils ont plutôt fait appel à d'autres référents qui sont avec des expertises. Voilà. Donc, tout le débat, en quelque sorte, sur en quoi ce n'est qu'une affaire politique. On comprend qu'il y a des aspects politiques, mais en quoi le politique a-t-il légitimité, autorité, intervenir en tout. C'est un sujet, je vais dire, de livre, quasiment. Dans le livre qu'on est en train de finaliser là, avec les auteurs, c'est une question qui sera bien sûr abordée. Établir des mécanismes de révision des décisions, et là voilà quelque chose d'important. Quand vous regardez par exemple le travail de préparation sur Covid-19, il est imposé dans le protocole, je ne sais pas encore une fois si ça aboutira ou pas, qu'il y ait un organisme de contrôle sur, comme il y a des comités indépendants dans la recherche, il y a un organisme de contrôle. Ce qui a été stupéfiant, c'est que dans la mise en place du projet Brigade Ange Gardien, il n'y a aucune instance de contrôle. Voilà. Et si vous regardez d'ailleurs l'avis du Conseil d'État du 1er mai sur le projet de loi qui touche à ces questions, ils disent en situation de pénurie, en situation de pandémie, même la CNIL n'a pas légitimité à intervenir, c'est l'intérêt supérieur. Et donc on nous met de l'intérêt supérieur. Regardez le projet de loi, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent interroger d'un point de vue éthique, bien sûr, d'un point de vue démocratique, mais aussi de l'intelligence des politiques à ce que peut être une position acceptable ou pas. Là, on crée toute, sans faire de l'analyse, hein, je ne fais pas de la politique, mais on crée en tous les cas un scénario, en tous les cas les éléments qui feront pour qu'à un moment donné, les gens ne supporteront plus. Et ça risque d'être assez dramatique d'un point de vue démocratique. Alors ensuite, proportionnalité. Vous voyez, la proportionnalité suppose que les aux libertés individuelles pour protéger la santé publique en adéquation avec le niveau de crise et les besoins de la communauté sans les excéder. Et ça a l'air de rien, mais ça demande un ajustement, ça demande des analyses, ça demande par exemple de solliciter par exemple les sciences humaines et sociales qui ont été complètement révoquées. Ça demande aussi de solliciter le milieu associatif quand on voit que la conférence nationale de santé a été ignorée, méprisée. Bref, on ne peut pas dire en tous les cas que pour apprécier la proportionnalité, voire la complexité d'une situation, mobiliser les intelligences les plus fines pour arriver à vraiment évaluer
ce qui est justifié, ce qui n'est pas justifié, ce qui est acceptable, pas acceptable. On ne peut pas dire que les politiques, en tous les cas, ceux qui ont dirigé les affaires ces derniers jours, ont fait montre de compréhension de cet enjeu. Ensuite, vie privée. Les individus ont droit du respect de la vie privée dans les soins. Lors d'une crise sanitaire, il peut être nécessaire d'outrepasser ce droit pour protéger la santé publique. Vous voyez, c'est toute une argumentation qui peut se discuter, mais en tous les cas, un principe, quand on dit outrepasser, c'est avec quelles limites et en limitant au maximum, si on veut, tout ce qui est de l'ordre de l'indiscrétion, et une indiscrétion qui, en matière de santé, peut être une survulnérabilité. Alors, quand on parle du traçage, de la circulation des gens, des rencontres qu'ils ont faites, etc., on voit à quel point quelque chose d'important se pose, hein, d'un point de vue de libertés individuelles et droit au secret, à l'intimité. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on nous dit que c'est purement transitoire, que c'est limité à quelques semaines. Mais on sait très très bien qu'une fois qu'on a des données, il est tout à fait équivoque de dire qu'on les supprime. Mais voilà, enfin, je vous passe sur le détail, sur l'appariement des dossiers et l'appariement des fichiers. Ensuite, devoir de soins, le devoir de prodiguer des soins est inhérent à la Code de déontologie. Les professionnels de la santé auront à peser leurs devoirs professionnels contre d'autres obligations, préserver leur propre santé et celle de leurs proches. Oui, ça c'est très important parce que on parle dans certains textes, par exemple sur une pandémie, de la réquisition. Et dans certaines hypothèses, il y avait le médecin qui va se réfugier loin de la pandémie pour ne pas s'exposer, ou le pharmacien ou un certain nombre d'acteurs qui veulent se protéger. Là, il y a un devoir moral. C'est là où la proportionnalité, on le verra, est importante. Et on peut dire que les médecins ont plutôt, enfin, la communauté médicale, soignante, a plutôt fait face. Oui, le devoir de soins, c'est important. Les professionnels médicaux devront faire face à d'autres questions, allocation des ressources, limites de leurs pratiques, responsabilité professionnelle et conditions de travail. C'est tout un ensemble d'éléments, je crois, qui sont évoqués un peu plus tard, notamment lorsqu'il y a accident, voire décès, comme malheureusement c'est le cas, à la suite d'une exposition au virus dans des conditions qui auraient pu être, j'allais dire, différentes si on avait eu des masques et tout un ensemble de dispositifs. Réciprocité, vous voyez, la réciprocité requiert de la solidarité à un avis particulier à ceux qui supportent une charge disproportionnée pour protéger le bien public, ainsi que des dispositions pour réduire cette charge. Les mesures de protection du bien public imposeront probablement une charge disproportionnée sur les professionnels de la santé, les patients et leurs familles. Donc voilà, comment on compense, j'allais dire, dans un principe de réciprocité, hein, c'est comme un peu de la justice distributive, comment on compense un engagement et une exposition supérieure. On peut dire la même chose pour les caissières qui ont été exposées, pour les gens, les soutiens de la République qu'on a vu apparaître comme des gens indispensables. Et vous voyez à quel point il y a eu des mesures quand même qui ont été mises en place. Quand on dit on a mis en place des mesures pour que les professionnels de santé puissent avoir leurs enfants dans des écoles alors que les écoles étaient fermées. Enfin, je vous fais assez rapidement, mais vous avez bien saisi ce qu'était le principe de réciprocité. Équité, tous les patients ont exigence de soins égales, celles qu'ils auraient dans des conditions normales. Lors d'une pandémie, des décisions difficiles doivent être prises en ce qui concerne les services à maintenir et à différer. Selon l'intensité de la crise, cela peut conduire à réduire des opérations les moins urgentes, mais également à limiter les services d'urgence nécessaires. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est toute une réflexion qui a été menée d'une manière plus ou moins approfondie lorsqu'on a converti du jour au lendemain un certain nombre de structures en lits d'accueil, y compris des blocs opératoires pour des personnes Covid-19. Et donc, on a eu le sentiment que l'urgence absolue devenait le Covid-19. Et les gens ont dit, mais si j'ai un cancer qui métastase, si je suis dialysé et que je ne peux plus être dialysé, si j'ai des problèmes respiratoires et que je ne peux pas bénéficier de soins, voilà. Mais je le fais assez rapidement. Et là, on peut se dire qu'effectivement, vraiment des décisions rapides ont été prises sans vraiment tenir compte de la complexité de la situation et surtout apporter des accompagnements et des réponses qui pouvaient se justifier, notamment en mobilisant le réseau associatif. La confiance est tout des praticiens et des patients, les équipes d'organisation, le public et les organisations sanitaires. Les décideurs devront réussir à maintenir la confiance des acteurs tout en imposant des mesures de contrôle pendant l'évolution de la crise. La confiance sera facilitée par des mesures transparentes. On ne va pas ergoter là-dessus, hein, sans ça vous aurez l'impression que je me présente aux prochaines élections en faisant déjà de la politique, mais je ne suis pas certain qu'on ait vraiment associé les acteurs, hein, c'est un vrai drame. Encore aujourd'hui, j'ai lu un article sur la manière dont on a renoncé à prendre en compte les CRSA, hein, y compris dans les ARS. Enfin, je veux dire, toute la démocratie en santé a été piétinée au moment peut-être où on avait le plus besoin de la mobiliser.
Je ne vous parle pas de certaines structures, notamment d'aide à la décision dans les hôpitaux, où certains se disaient, mais est-ce que les représentants des usagers ne peuvent pas aussi participer pour qu'il y ait de la transparence à des décisions dont on sait que certaines structures ont pris des décisions totalement regrettables et totalement injustes et j'allais dire insensées par rapport aux grands principes de l'éthique, quand vous aviez un chef de service qui disait je ne prends pas de Covid-19 ou je prends le Covid-19 parce qu'il a 20 ans ou je prends pas. Voilà. Donc le côté arbitraire va totalement à l'encontre de ce qu'est l'éthique de l'arbitrage. Pour qu'il y ait éthique, il faut qu'il y ait un arbitrage. Ça veut dire qu'il y ait la pluralité des points de vue et qu'on ne prenne pas une décision comme ça au hachoir selon le moment et selon un certain nombre de conjonctures qui ne sont pas recevables. Vous voyez, la question de la solidarité est également importante. Intendance, ce à quoi vient un rôle d'autorité devant guidé par l'idée d'intendance qui comprend les notions de confiance, de comportement éthique et de bonne prise de décision. Ceci implique que les décisions relatives aux ressources doivent tendre à la meilleure situation possible en termes de santé des patients et de santé publique, étant donné les circonstances de la crise. Mais ce que j'observe, sans être dans la phénoménologie, c'est qu'on a au jour d'aujourd'hui un certain nombre de responsables d'administration, je ne parle pas au sommet de l'État, mais à tous les niveaux, je ne parle pas aussi des professionnels, qui sont ensevelis sur ce qu'ils ont vécu, éprouvé pendant des semaines. Certains ne dorment plus la nuit, certains ont déjà des culpabilités, bref, sont cousus de problématiques psychologiques, et c'est encore eux qui décident, et sans véritable ouverture. Voilà. Donc ça pose vraiment une question importante sur quelles sont les capacités aujourd'hui de discernement et d'envisager, j'allais dire autrement que d'une manière un petit peu brute et sans nuance et sans associer celles et ceux qui apporteraient un peu de contradiction, comment envisager le futur. Alors, celles et ceux qui suivent un peu l'actualité, à plusieurs reprises, je suis intervenu ces temps-ci, notamment dans les médias, puisque l'éthique était très sollicitée. Et une de mes propositions que j'avais fait déjà au tout début de la crise, c'était qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de la concertation. Je ne suis pas seul, puisque Jean-François Delfraissy a fait une longue note au président de la République pour demander effectivement qu'il y ait une espèce de médiation entre le gouvernement, les administrations et la société civile. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait, alors que le document d'ailleurs que m'avait adressé Jean-François Delfraissy a été repris par Mediapart. C'était un document intelligent qui relevait véritablement aussi l'expertise des États généraux de la bioéthique. Tout ça est nul et non avenu. Ça va intervenir probablement trop tard et sans l'intérêt que ça aurait pu avoir si on avait pu associer à une concertation, je ne dis pas à la décision, mais au moins une concertation de l'opinion publique. Voilà. Alors ensuite, vous avez dans la réflexion éthique tout un ensemble de pans qui sont abordés, qui traitent de circonstances plus particulières. Là, je vous ai présenté les généralités dans un article intéressant du BMJ. Problème éthique lié à la quarantaine. Dans certains pays, il n'y a pas de base légale à la quarantaine. Mais en cas de menace imminente pour la santé publique, telle que le SRAS, à l'époque c'était la menace, les experts s'accordent à penser que la liberté individuelle des personnes exposées ou malades peut faire l'objet de restrictions en quarantaine. Cependant, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que ce genre de mesures ne suscite ni discrimination ni préjudice économique. On peut dire que de ce point de vue-là, on a en France eu des réponses tout à fait satisfaisantes et que ça a été peu discriminatoire, en tous les cas, dans les semaines qu'on a connues. Problème éthique lié à la confidentialité, tout malade a un droit fondamental à la protection des données confidentielles. Bon, cette règle peut exceptionnellement se discuter dans le cadre de la recherche et de l'information des cas contacts. On est en pleine actualité de ces personnes pendant la période d'incubation. En revanche, les experts estiment qu'elle n'a plus force de loi en cas d'échappement à la quarantaine ou à l'isolement. Et il y avait deux points. Effectivement, si la personne est dérogatoire à l'intérêt général et présente un risque, mais on est dans une autre zone où nos devoirs, nos responsabilités peuvent aller jusqu'à éventuellement incarcérer la personne. Il y a tout un ensemble de débats, par exemple, sur la personne qui rentrerait dans le métro sans masque, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on est plus dans l'ordre, non plus de la santé publique, mais quasiment de la sécurité. C'est à ce niveau que ça se pose. Vous voyez, cette règle peut exceptionnellement se discuter dans le cadre de la recherche d'information. Le grand problème, c'est si vous mettez en parenthèse le secret, la confidentialité, donc la sûreté morale de la personne, elle échappera au système. C'est-à-dire que le grand problème de la rupture de la confidentialité et ce qui se met en place avec ces gens gardiens, c'est qu'un certain nombre de personnes auront tellement peur des conséquences d'un ébruitement j'ai dire, dans le monde du travail, dans leur environnement personnel, bref, dès lors qu'on n'est pas sûr, et c'était un élément fondamental dans la lutte contre le sida, que de pouvoir assurer aux personnes la confidentialité, la non-stigmatisation. Quand vous voyez aujourd'hui que des infirmières
se voient discriminées par leurs voisins parce qu'elles travaillent sur le Covid-19. Vous imaginez, regardez ce qui s'est passé sur les Asiatiques au tout début. Imaginez que la discrimination, la stigmatisation nous menace, et nous menace d'autant plus qu'un certain nombre de personnes commencent, vous avez vu à travers l'actualité, au commissariat de police, comme ça s'est fait la dernière guerre mondiale, des dénonciations, des gens qui font du jogging, qui reçoivent, etc. Donc on rentre dans un moment, à mon avis, qui est très incertain parce que des décisions ont été maladroitement prises ou des prises de position incantatoires un peu incertaines. Voilà, si vous prolongez, problème éthique lié à la mission de soignant, et là c'est assez intéressant, ça revient à des responsabilités, vous voyez, durant l'épidémie, mais ils n'ont rien de moins que leur profession les expose par nature à des risques inévitables, sans exiger d'eux un héroïsme impossible aussi. Les pouvoirs publics doivent leur donner les moyens d'assumer les situations au stress, en les formant à travailler, en prévoyant des protocoles techniques sur lesquels s'appuyer dans de telles conditions. Alors c'est vrai que certains avaient eu accès à des travaux préparatoires, plus d'ailleurs sur le terrorisme et sur les risques NRBC que sur une pandémie, dont on considérait que ce n'était pas le plus grand risque. Mais juste un point qui est tout à fait important, c'est quand vous regardez sur le terrain de la réanimation. Vous savez qu'on a fait appel dans les services de réanimation à des équipes qui n'étaient pas du tout formées à la réanimation, qui ne connaissaient ni la technique, ni les problèmes humains auxquels on était confrontés, de telle sorte que vous avez des gens qui étaient incompétents à travailler, qui sont culpabilisés aujourd'hui dans leurs compétences professionnelles en disant j'ai pas agi comme il fallait, ils culpabilisent parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient été formés. Enfin, c'est des questions que je ne fais que poser rapidement, mais qui sont des questions de fond. Et dans l'après, il va falloir qu'on les aborde d'une manière ou d'une autre. Restrictions sévères pesant sur la mission vous avez durant l'épidémie ont entraîné vous arrivez à lire la phrase hein, attendez juste, j'ai fait un petit acte. Voilà. Nombre malade, pathologie grave, enfin ça, je l'ai déjà évoqué, bien que substantiel. En tout état de cause, le système de santé doit intégrer ces effets secondaires en fixant des priorités dans le fonctionnement hospitalier et la prise en charge des patients dans un contexte d'épidémie. Et là, on a été un petit peu au coupe-coupe, euh, peut-être pour des raisons d'effroi et d'impréparation. Dans tous les cas, on va voir ce que seront les victimes que j'ai déjà évoquées et probablement que c'est une réflexion à mener. Est-ce qu'on n'a pas surhiérarchisé la question du Covid-19? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi pour les politiques une manière d'affirmer une capacité de pouvoir sur quelque chose qui les avait quand même surpris et démunis? Voilà, enfin, tout un ensemble d'éléments, je ne vais pas faire de l'exégèse. Les sciences humaines et sociales produiront, j'imagine, beaucoup de réflexions à cet égard. Et